9h, merci de nous rejoindre sur L24 News. Madame, monsieur, bonsoir à la une de l'actualité. Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, adresse un message à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance. Abdelmadjid Tebboune qui appelle à préserver l'héritage de novembre et à poursuivre l'édification de l'Algérie nouvelle. Le président Tebboune préside au Palais du Peuple la cérémonie de remise de grades et de médailles aux officiers de l'Armée nationale populaire. Les Iraniens rendent un dernier hommage à l'ancien guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une cérémonie officielle organisée à la grande Mosalla Imam Khomeini de Téhéran. Et puis l'Europe en proie à plusieurs feux de forêt, le Portugal, l'Espagne et la France touchés. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. On entame cette édition avec le message adressé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à la nation à l'occasion de la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance. Un message dans lequel le président Tebboune a rendu un vibrant hommage aux martyrs de la Révolution, salué le parcours historique du peuple algérien et réaffirmé sa détermination à poursuivre la construction d'une Algérie souveraine, forte et émergente. C'est avec une immense fierté que nous célébrons ce 5 juillet, la fête de l'indépendance nationale. Ce jour historique et glorieux a couronné dans la grandeur et la dignité des décennies de glorieuses résistances populaires menées par le fier peuple algérien. Des luttes qui ont débuté dès que les forces coloniales ont foulé la terre d'Algérie et qui ont duré plus de 75 ans, portées par les sacrifices des pères fondateurs de notre prestigieuse école nationale, ainsi que par le génie de la génération de novembre des révolutionnaires libres pour un prix exorbitant sang s'élevant à 5 630 000 martyrs. Le président de la République affirme dans son message que l'Algérie nouvelle poursuit sa dynamique de changement et de développement et que le peuple est déterminé à relever les défis stratégiques pour hisser à court terme le pays au rang des nations émergentes. Nous sommes profondément fiers de voir que l'esprit de l'Algérie nouvelle, bâti par des volontés nationales sincères, émane de cette fidélité au serment des martyrs vertueux. Nous sommes habités par la certitude que le peuple rempart de cette Algérie victorieuse grâce à ses orientations souveraines et ses réalisations sans précédent est déterminé à poursuivre le changement et à renforcer le développement durable et global. Il est pleinement conscient du défi stratégique de cette étape visant à hisser la nation à court terme au rang des pays émergents. Abdelmadjid Tebboune salue également le succès des récentes élections législatives qui se sont déroulées dans un climat démocratique, serein et transparent. Alors que nous vivons l'atmosphère de commémoration de cette date éternelle qui coïncide avec le déroulement d'une échéance constitutionnelle majeure dans le processus d'édification d'une démocratie véritable, je salue en cette occasion les efforts déployés pour entourer les élections législatives qui se sont tenues il y a 2 jours de toutes les conditions de réussite. Cet effort en favorisé une compétition démocratique et intègre lors de la campagne électorale tout en garantissant l'accomplissement du devoir électoral pour les citoyennes et les citoyens dans la sérénité et dans les meilleures conditions. J'adresse mes plus chaleureuses félicitations au fier peuple algérien, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, ainsi que mes salutations et ma considération à mes sœurs moudjahidettes et à mes frères moudjahidines. Je me recueille avec tous à la mémoire de nos pieux martyrs. Par ailleurs, le président de la République a présidé la cérémonie annuelle de remise de grades et de décoration à la veille des célébrations marquant le 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et du recouvrement de la souveraineté nationale. Le président de la République a été accueilli à son arrivée au Palais du Peuple par le ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, le général d'armée Saïd Chengreha. Après avoir écouté l'hymne national, le président Tebboune a passé en revue les détachements des différentes forces de l'ANP qui lui ont rendu les honneurs avant de saluer les cadres supérieurs de l'institution militaire présents à la cérémonie d'accueil.
Et cette initiative lancée en faveur des étudiants algériens brillants à l'étranger, le secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la communauté nationale à l'étranger, Sofiane Chaïb, a reçu ce samedi un groupe d'étudiants participant à la première édition du programme honorifique dédié donc aux étudiants brillants issus de la communauté nationale établie à l'étranger, et ce dans le cadre du programme estival élaboré au profit de cette catégorie. L'organisation de ce programme national coïncide avec la célébration du 64e anniversaire de la fête de l'indépendance et de la jeunesse dans le cadre de l'encouragement des étudiants issus de la communauté nationale à poursuivre l'excellence académique dans leur parcours scolaire et universitaire. Le programme, qui s'étend du 3 au 9 juillet courant, comprend une série d'activités et de visites de terrain culturels et scientifiques organisées en coordination et en coopération avec plusieurs départements ministériels et établissements, ainsi que des organismes nationaux. Ce programme, qui en est à sa première édition, est conçu comme une distinction honorifique pour nos étudiants ayant obtenu des résultats exceptionnels à l'étranger au cours de leur consensus scolaire et universitaire. Il valorise ainsi ceux qui ont fait du mérite scientifique un levier de réussite. Cette initiative s'inscrit dans le cadre des activités estivales dédiées à la communauté algérienne établie à l'étranger. Elle concrétise les orientations des hautes autorités du pays, qui accordent une importance particulière à notre diaspora et plus spécifiquement à sa jeunesse et à ses élites estudiantines. Ces mêmes étudiants sont invités donc à participer aux festivités du 64e anniversaire de l'indépendance, une présence symbolique en cette veille de célébration historique qui réaffirme le lien indéfectible qui les lie à leur patrie. On est très fiers d'être ici en Algérie pour représenter du coup notre pays. Et c'est un moment très important aussi avec le 5 juillet. Et on est fiers aussi d'aller plus découvrir du coup notre histoire. À côté du coup de toutes les histoires qu'on nous a racontées, par exemple de nos parents, par exemple ma mère, mon père, mais aussi mon grand-père, Baba Béchir. Il nous a raconté les histoires de l'Istimar et même de l'Istiqlal, comment il l'a vécu lui. Et là, on est très contents parce qu'on découvre du coup plein de choses, des sites, des applications qui peuvent vraiment nous aider à connaître du coup mieux l'histoire de notre pays et même faire connaître aux autres ces histoires. Pour moi aujourd'hui, c'est vraiment un grand plaisir d'être là, d'avoir été sélectionnée et surtout de pouvoir être ici en Algérie pendant le 5 juillet, ce qui, surtout pour moi qui a grandi avec deux cultures, avec la culture allemande et la culture algérienne, est vraiment un très grand plaisir. Et aussi un symbole de l'amitié entre l'Allemagne et l'Algérie. Dans l'actualité également, l'Iran met en garde contre toute ingérence dans le détroit d'Ormuz. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharibabadi, a averti ce samedi dans un message publié sur les réseaux sociaux que le détroit d'Ormuz n'est pas une scène où les pays étrangers peuvent faire étalage de leur puissance militaire. Il a déclaré qu'en tant qu'État régional responsable et garant du détroit d'Ormuz, l'Iran met en garde contre toute action militaire menée dans cette voie maritime, ajoutant que la sécurité du détroit devait être assurée conjointement par ses États côtiers et que ceux qui provoqueraient une crise devraient assumer l'entière responsabilité des conséquences de leurs actes inconsidérés. Et des délégations internationales venues de plus de 100 pays ont rendu un dernier hommage à l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, lors d'une cérémonie officielle organisée à la grande Mosala Imam Khomeini de Téhéran. L'événement, qui doit se dérouler sur 6 jours, se veut une démonstration de force en pleine négociation diplomatique entre les États-Unis et l'Iran après leur signature le mois dernier d'un accord cadre pour mettre fin au conflit. On rappelle que le guide suprême iranien a été tué à l'âge de 86 ans lors d'une frappe aérienne le 28 février dernier, dès les premiers instants de la guerre en Iran. Les autorités iraniennes ont affirmé atteindre entre 15 et 20 millions de personnes rien qu'à Téhéran pour ces funérailles qui s'annoncent comme les plus grandes de l'histoire en Iran. Je vous propose justement d'écouter ce témoignage.
Nous sommes venus ici pour lui faire nos adieux, mais nous vengerons assurément son sang. Nous sommes tous venus ici pour venger le sang de notre guide suprême. Comme l'a dit notre guide, nous entretenons une vendetta contre les États-Unis. Nos relations avec les États-Unis ne seront jamais bonnes. De Téhéran, direction Raza, à présent, où le bilan du génocide sioniste s'est une fois de plus alourdi ce samedi pour atteindre les 73 090 martyrs et 173 553 blessés, en majorité des femmes et des enfants. Il faut savoir que la situation humanitaire reste extrêmement critique, avec près de 10 000 personnes portées disparues sous les décombres et une grande majorité d'infrastructures détruites, nécessitant des années de travaux de déblaiement. Et puis une image publiée sur les réseaux sociaux a permis à une famille palestinienne d'identifier son fils détenu depuis plusieurs mois, un cliché qui met fin à l'incertitude, confirmant ainsi que leur fils est toujours en vie, tout en relançant les interrogations sur les conditions de détention des Palestiniens dans les prisons sionistes. Maria Chouillard. Ligoté, les yeux bandés, attachés à un panneau de bois, Oussama Abou Nasser, détenu palestinien, a été identifié par sa famille grâce à une image volée. Un cliché publié par un soldat sioniste sur Instagram, puis supprimé en urgence. Trop tard, cet homme humilié a vite été reconnu par les siens, qui n'attendaient qu'un miracle, savoir si leur fils était toujours en vie. C'est la première photo que nous voyons de lui. J'étais paniquée, je suis tombée sur la photo par accident et j'ai réalisé que mon fils était dessus. Je me suis précipitée pour réveiller son père, il l'a tout de suite reconnu. Comment reconnaître un homme dont le visage est dissimulé? Ce ne sont pas ces traits qu'il retrouve, c'est une posture, une façon de se tenir, ces détails intimes qu'une famille est seule à connaître. Il avait la même apparence, mais il était maigre. Il avait beaucoup maigri, mais je l'ai reconnu à sa silhouette, à ses jambes et à la position de la tête lorsqu'il dormait. Il avait l'habitude de garder les bras le long du corps et de dormir exactement de la même façon, avec la même inclinaison de la tête pour que je puisse le masser. Dans les ruines de Raza, c'est son fils Jawed, assis sur les genoux de son grand-père, qui fait défiler les vieilles photos de son père. Quand mon fils a été arrêté, il tenait son fils de 2 ans dans ses bras. S'il était impliqué dans quelque chose, il ne serait jamais sorti avec son petit. Nous vous implorons chacun d'intervenir et de le libérer. Il n'a rien fait. Quel crime a-t-il commis pour être torturé de la sorte ? Désormais, Oussama n'est plus un chiffre anonyme sur une liste. Sa famille sait qu'il est vivant. Mais où est-il exactement et dans quel état le reviendra-t-il? Personne ne le sait encore. Une seule certitude demeure. Cette photo a brisé le secret de sa détention et ravivé les interrogations sur les conditions de détention des Palestiniens incarcérés dans les geôles sionistes. En Palestine occupée, le Parti communiste français choisit la clarté et l'engagement par la voix de son secrétaire national Fabien Roussel. Le parti a réitéré sa position et n'hésite pas à soutenir le peuple palestinien. Pour le PCF, ce soutien s'inscrit dans une démarche de justice, de droit international et de solidarité humaine face à l'occupation. Et je voudrais tout de suite forcément parler de la solidarité avec le peuple palestinien, qui a vu se déchaîner contre lui la folie génocidaire de l'extrême droite israélienne. Salut à vous, frères et sœurs de Palestine, qui êtes ici présents. Merci pour être aujourd'hui, pendant 3 jours, présents à notre congrès. Et c'est un grand honneur de vous compter parmi nous. Depuis notre dernier congrès, il y a un élément important qui a changé. C'est la reconnaissance de l'État de Palestine. Et c'est une victoire importante. 60 ans de combat. 60 ans de combat du Parti communiste français, de Georges Marchais et Yasser Arafat, en passant par Fernand Thuil de la JPF et de tous ces maires communistes qui ont jumelé leur ville avec une ville palestinienne. Jusqu'à ce combat que nous menons aux côtés de nos frères et sœurs de Palestine contre cet apartheid, cette guerre que leur mène Netanyahou, et cela depuis bien avant les attentats du 7 octobre. Toutes ces années, les communistes français sont restés présents et fidèles à vos côtés pour une Palestine libre.
Dans un tout autre dossier, le Kremlin a déclaré vendredi que ses forces avaient pris possession d'une nouvelle localité dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine. L'annonce a été faite lors d'une réunion entre les plus hauts commandants russes et le président Vladimir Poutine. La réunion s'est tenue dans un quartier général de commandement non identifié des opérations militaires russes en Ukraine. La libération de la République populaire de Louhansk est entièrement achevée. La destruction des formations des forces armées ukrainiennes se poursuit en République populaire de Donetsk ainsi que dans la région de Zaporizhia et de Kherson. La mise en place d'une zone tampon de sécurité se déroule comme prévu dans les zones frontalières des régions ukrainiennes. La Slovaquie ne participera à aucun mécanisme financier destiné à fournir un soutien militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a déclaré vendredi le Premier ministre slovaque Robert Fico. Le gouvernement slovaque estime que le conflit en Ukraine n'a pas de solution militaire, mais qu'il existe désormais une proposition visant à adopter une déclaration politique sur une aide supplémentaire de 70 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Et puis Donald Trump est rentré à Washington ce 4 juillet après avoir participé aux festivités du 250e anniversaire des États-Unis au Mont Rushmore, dans le Dakota du Sud. Il a ensuite présidé les célébrations du jour de l'indépendance depuis la Maison-Blanche et le National Mall. Avant son retour dans la capitale, le président américain a prononcé un discours très axé sur la culture et l'identité américaine devant les célèbres visages de granit de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt ou encore Abraham Lincoln. Il a notamment dénoncé l'avancée du communisme et défendu l'héritage des pères fondateurs. Le Premier ministre du Groenland a déclaré de son côté vendredi que les États-Unis continuaient de faire pression pour prendre le contrôle de l'île Arctique, mais a insisté sur le fait que le Groenland ne sera jamais à vendre. S'exprimant lors d'un événement public en France, Nielsen a déclaré que les États-Unis n'avaient pas renoncé à leur ambition d'acquérir le Groenland et qu'ils soumettraient ce territoire danois autonome à ce qu'il a qualifié de pression sévère et inacceptable depuis plus d'un an. Et puis je vous le disais en titre, plusieurs pays européens luttent actuellement contre d'importants feux de forêt. En Espagne, au Portugal ou encore en France, les pompiers sont à pied d'œuvre pour contenir les sinistres, même si l'origine de ces incendies diffère d'un pays à l'autre. La vague de chaleur qui frappe le vieux continent ces dernières semaines participe largement à la propagation des feux, comme nous l'explique Sohila Kilal. Les hélicoptères de la protection civile larguent de l'eau au-dessus des collines boisées du nord-est de l'Espagne pour tenter de contenir l'incendie qui s'est déclaré à la Bisbal d'Empordà vendredi. Au sol, des tracteurs remorquent des camions-citernes vers la zone sinistrée sous les yeux des habitants de la région. Les gens qui entraient faire les courses sans commencer à en parler. Ensuite, je suis sorti fumer une cigarette et quand on sort du magasin sur la droite, on pouvait voir l'énorme colonne de fumée. Selon les médias espagnols, la police aurait interpellé un ouvrier soupçonné d'avoir déclenché l'incendie en utilisant un outil de découpe lourd de travaux de pose de panneaux de signalisation. L'incendie aurait déjà ravagé environ 2300 hectares, principalement des terres boisées du massif des Gavares. Le vent aurait provoqué des départs de plusieurs feux secondaires, compliquant le travail des pompiers. Mon père me disait toujours que si les Gavars prenaient feu, l'incendie ne s'arrêtait pas tant que la montagne n'aurait pas entièrement brûlé. Nous espérons que cela n'arrivera pas, nous l'espérons vraiment, car si le vent se lève à nouveau, il compliquera la tâche des pompiers. Au Portugal, les pompiers luttent également contre un important feu de forêt dans la région de Vozela. Alors que les Canadaires survolent la région, les pompiers portugais, aidés par l'unité militaire d'urgence espagnole, tentent de protéger les habitations des flammes. Selon la protection civile, l'incendie qui s'est déclaré jeudi 2 juillet dans la paroisse de Tourelle s'est rapidement propagé aux communes voisines. Pour l'heure, le bilan fait état de 2 personnes grièvement blessées. Nous venons de recevoir des ordres du chef des opérations portugaises pour éteindre un incendie. Nous défendons actuellement une maison menacée par la progression rapide des flammes et nous avons installé des barrières pour empêcher qu'elle ne soit entièrement détruite.
Le sud de la France est lui aussi en proie aux incendies de forêt qui ravagent l'Aude. Depuis le début de l'été, près de 7000 départs de feu ont été enregistrés dans l'Hexagone, avec des milliers d'hectares ravagés par les flammes. Même si elle n'est pas directement liée à ces nombreux feux de forêt, la vague de chaleur qui touche l'Europe depuis le début de l'été participe grandement à la prolifération de ces incendies qui ont commencé prématurément cette année. Combinés à des vents forts et secs, ces incendies deviennent rapidement incontrôlables. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée.